Il y a une petite polémique dans le milieu du kebab en ce moment, peut-être que vous en avez entendu parler. Je vous donne un petit indice. Cette marque. Ou alors peut-être que vous êtes tombé sur ce gros clash. Benotman, il n'y a que dans ta tête que t'es riche. Tout le monde le sait. Anthony Bourbon, personne ne le prend pour un entrepreneur. Tout le monde sait que c'est un imposteur. Celui qu'on a longtemps surnommé le roi du kebab, avec sa franchise Nabab Kebab, répandue dans toute la France, serait aujourd'hui dans la sauce. Soit il est totalement fou, soit il a une vraie maladie. Dans ces cas-là, faut le faire interner. Soit c'est un véritable escroc et à un moment, faut qu'il finisse en prison. Je comprends qu'il y ait des frustrés, qu'il y ait de la jalousie. La France, c'est comme ça. Vos salariés vous jalousent, vos fournisseurs vous jalousent, etc. Parce que vous représentez ce qu'ils ne sont pas. Alors, est-ce vraiment de la jalousie ou bien les business d'Hakim Benotman méritent-ils vraiment d'être interrogés? Bienvenue dans ce nouveau business drama. Pour éclairer cette histoire, on a parlé à pas mal de monde. Et on a aussi interrogé le principal concerné, Hakim Benotman. Aujourd'hui, je suis entrepreneur et investisseur à l'international. Dans plusieurs thématiques, je suis vraiment un opportuniste des affaires aujourd'hui. On vous prévient, c'est un dossier dense avec beaucoup de versions contradictoires. Pour ceux qui découvrent l'histoire, pas de panique, on reprend depuis le début. Hakim Benotman n'a pas toujours été l'entrepreneur controversé d'aujourd'hui qui vit entre la Suisse, le Luxembourg et Dubaï. Je suis tous les jours entre deux avions. Non, au départ c'est un ado comme vous et moi qui, pour se faire des sous, fabrique lui-même les broches des viandes des kebabs de Tours. À 19 ans, il ouvre son propre kebab et la mayonnaise prend. Il crée alors d'autres établissements, puis décide de lancer sa franchise. J'ai commencé à entreprendre à l'âge de 17 ans, j'ai monté ma première chaîne à 19 ans. J'étais indépendant financièrement à 20 ans, voire 21 ans quand j'ai vendu mon premier fonds de commerce. Dans les années 2010, les kebabs Nabab se multiplient un peu partout en France. Les médias adorent sa chaîne de resto qui démocratise ce sandwich de viande à la sauce blanche pour ma part. La team Samouraï me tombait pas dessus. Aujourd'hui, le réseau s'étend à 26 points de vente. Et donc là, on a 14 franchisés de signés pour l'année 2010-2011. Et l'imagination d'Hakim Benotman est sans limite. Le potentiel est énorme. Il se vend chaque jour plus de kebabs que d'hamburgers en France. Je dirais qu'à court terme, notre but, c'est 100. À long terme, c'est 1000. Dans un podcast publié en 2024, Hakim Benotman affirme avoir eu jusqu'à 135 restaurants en France et dans le monde. En janvier 2026, dans notre studio, ce nombre est un peu revu à la baisse. Entre 2003 et 2014, on a développé jusqu'à 125 restaurants à travers le monde. Il y avait la moitié en France et la moitié à l'étranger. Bref, les chiffres varient selon le temps et surtout, ils sont contestés. Pour tenter d'y voir plus clair, je suis allée sur le site Wayback Machine qui archive Internet. J'y ai retrouvé l'historique du site nababkebab.com, désormais inactif. Le 25 février 2014, il recensait 33 restaurants Nabab dans le monde, dont 11 en cours d'ouverture. Le 30 septembre 2015, le site indiquait 39 restaurants Nabab dans le monde, dont 8 en cours d'ouverture. Bon, on est en 2015, peut-être que le site a un peu de mal à se mettre à jour. Après tout, c'est le début du déploiement de la fibre. Mais on est tout de même loin de la grosse centaine de restaurants annoncés par Hakim Benotman. Dommage que mon collègue Jules Grandin n'ait pas cartographié à l'époque tous les Nabab Kebab. Pourtant, j'en ai cartographié des kebabs. Aujourd'hui, sur Google Maps, on en a compté 9. Bon, ça va, c'est pas trop compliqué. Pourquoi c'est intéressant de connaître l'étendue de cette franchise? Parce que tout le storytelling d'Hakim Benotman va se construire sur ce succès, avec le couronnement ultime, la revente de Nabab Kebab en 2014. Et c'est des 30 ou 130 restaurants, c'est pas vraiment la même chose. Et on est monté jusqu'en 2014, avant que je vende le groupe, on est monté jusqu'à 125 millions de chiffre d'affaires. Nous, on a vendu une centaine de millions. Problème, cette revente, elle aussi, est contestée. En 2014, Hakim Benotman affirme avoir vendu sa franchise pour plus de 100 millions d'euros à un fonds d'investissement étranger. Dans les médias, c'est un peu flou. Que dit Hakim Benotman aujourd'hui? Alors, je l'ai vendu très cher, aux alentours de 117 millions d'euros. Mais c'était sur une valorisation, parce qu'après, il y a de la dette, bien entendu. Et il vend quoi exactement? Il n'y a pas eu une cession de la marque. Nous, ce qu'on a vendu, c'est vraiment les fonds de commerce, la partie franchise avec une licence. Mais j'ai toujours été propriétaire de la marque et ainsi que de la vente, si vous voulez, des murs. C'était le foncier. En fait, ça a été vendu à 2 fonds d'investissement. On a soumis ce scénario à un avocat spécialisé en franchise. Déjà, il s'est étonné de n'avoir jamais entendu parler de cette transaction importante. En temps normal, le rachat d'un gros groupe à plus d'une centaine de millions d'euros, ça passe rarement inaperçu. Mais bon, Hakim Benotman parle d'un deal très secret. Ensuite, l'avocat a trouvé cette approche surprenante. Quand un fonds d'investissement rentre au capital, la première chose qu'il va demander, c'est que la marque soit cédée à la société avant l'entrée au capital.
Improbable donc, mais pas impossible. Certains fondateurs ne vendent pas toute l'entreprise. Ils gardent la marque et ne cèdent que la licence pour un pays. C'est par exemple le cas de Subway en France. Pour aller plus loin, on s'est penché sur plusieurs scénarios pour voir s'il y avait une trace de vente. Et attention, on rentre dans la partie technique de la vidéo. Et pour ça, on a été épaulé par l'expert comptable que vous connaissez peut-être, Jérôme Petit, alias Bienvenue au cabinet sur YouTube. Normalement, quand on vend un groupe, la vente du groupe se fait souvent via la cession en fait, de la société de tête de groupe. Quand je suis un acheteur d'une franchise, c'est beaucoup plus simple pour moi de faire un acte et d'acheter une société qui détiendrait l'ensemble des sociétés plutôt que de devoir acheter unitairement toutes les sociétés d'exploitation. Quelle serait cette tête de groupe ? On a reconstitué, en galérant un peu, une chronologie. En 2003, Hakim Ben Othman ouvre son premier kebab à Tours. 4 ans plus tard, en 2007, il crée Nabab Développement, qui deviendra NKD Franchise et dépose sa marque. Quand on regarde l'objet social de cette société, c'est l'objet de franchiseur. Économiquement, ce qui a le plus de valeur, c'est pas les restaurants, c'est le fait d'être le franchiseur. Les grandes franchises, elles n'essayent pas d'être gérants des restaurants parce qu'en règle générale, un restaurant, c'est beaucoup de difficultés pour très peu de rentabilité derrière. En 2011, il fonde HB Holding, la holding française qui chapeautera une partie de son business. Mais voilà, quelques années plus tard, en 2015, soit un an après la cession de 2014, le franchiseur NKD Franchise est en difficulté financière. Elle est mise en liquidation judiciaire. Quel intérêt quelqu'un a d'acheter 120 millions et les jeter à la poubelle 6 mois plus tard? Personne n'a intérêt à faire ça. Derrière cette liquidation judiciaire, il y a un petit détail intriguant. En 2014, Hakim Ben Othman crée des sociétés au Luxembourg. NDN Développement SA, puis GBM Invest, qui devient le franchiseur des restaurants en France. Le passage au Luxembourg, on peut l'entendre dans une philosophie, on va dire, d'optimisation fiscale. Après, c'est pas des choses que l'on voit obligatoirement, surtout que la fiscalité, pour le coup, en France, dans le cadre de vente de groupes de sociétés et titres de participation, est quand même assez faible. En 2015, la propriété de sa marque Nabab est transférée à NDN Développement au Luxembourg. Puis, en 2017, le groupe HB Holding passe elle aussi sous pavillon luxembourgeois. Elle est désormais détenue entièrement par NDN Développement. Le nom du représentant de cette société luxembourgeoise, c'est toujours lui. Donc si c'est toujours lui en 2016 ou 2017, ça veut dire que cette société luxembourgeoise, elle n'a pas été vendue en 2014-2015. Là, ce qui est surprenant, c'est que s'il n'a pas vendu la holding, je pense qu'il aurait dû vendre les restaurants. Pour voir s'il avait vendu des restaurants, on a donc récupéré les comptes publiés en 2014 et 2015 de son groupe HB Holding, qui détenait 20 filiales en France, surtout des kebabs. Il ne s'agit peut-être pas de l'intégralité des sociétés qu'il possède, mais ça peut déjà nous donner une idée. Selon Hakim Ben Othman, elles auraient été vendues à un fonds étranger. Dans cette hypothèse, accrochez-vous, il y a encore 2 cas de figure. On va illustrer ça avec des boîtes de kebab. Soit il a vendu les fonds de commerce, c'est-à-dire l'activité, la clientèle, le matériel, mais pas les sociétés. Les sociétés restent dans les comptes de l'entreprise, sauf si elles sont liquidées. Et la vente des fonds de commerce doit être publiée au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Sauf qu'aucune vente n'y apparaît pour ces 20 filiales. Soit il a vendu les parts des sociétés, les sociétés changent de propriétaire. Dans ce cas, elles ne devraient plus apparaître dans les bilans comptables. Or, elles y sont toujours en 2015. Résultat, aucun des 2 scénarios ne colle avec les bilans comptables. Pour tenter de prouver qu'il a bien vendu, Hakim Ben Othman a publié dans une vidéo un document parlant d'une cession à 52 millions d'euros. Bien loin des 120 millions annoncés. C'est un document qui est très succinct, on va dire ça comme ça. Plusieurs noms ont été cachés. Ce qui a été attesté, c'est j'ai un document avec des noms cachés. Avec tous ces listings et tout ce détail, non, effectivement, les définitions, souvent, vous en avez déjà sur 2 ou 3 pages. Ça paraît pas être l'acte définitif. Pour moi, on est plutôt dans un préambule à une session. Quelle conclusion peut-on tirer de tout ça ? Quand on regarde l'ensemble, à première vue, oui, il a bien créé un groupe de kebab. Sur le reste, je comprends tout à fait que quand des gens cherchent, ils s'interrogent. Parce qu'on ne trouve pas grand-chose et que quand il dit qu'il justifie, les feuilles et les chiffres qu'il montre ne permettent pas de justifier avec certitude.
Par contre, et ça aujourd'hui c'est une certitude, il y a un flou. Après ce gros flou donc, Hakim Ben Othman affirme être parti en Asie entre 2014 et 2016. Mais la flamme du kebab ne s'est pas éteinte. En 2015, on l'aperçoit dans un envoyé spécial sur France 2 dans un de ses kebabs. Et en 2016, notre infatigable Hakim Ben Othman cherche à lancer de nouveaux concepts de franchise. En 2016-2017, j'avais une stratégie avec FBH de copier un peu un MTI canadien en France, mais j'avais plus du tout la même énergie. Je sortais de 10 ans de développement en France, 1 an de développement en Asie, et j'étais vraiment essoré physiquement pour reprendre du développement. Et ça me passionnait plus autant qu'avant. Hakim Ben Othman gère donc ce groupe, il est encore propriétaire de sa marque, donc il exploite les Nabab Kebab. Mais les galères commencent à s'accumuler. À partir de 2016, j'ai récolté des témoignages qui racontent les galères du réseau Nabab. Certaines décisions de Ben Othman commencent à inquiéter. Un franchisé, séduit par le concept des franchises multimarques, ouvre un Nabab Kebab, mais aussi un Tacos King et un Five Burger dans un food court. Très vite, les problèmes apparaissent. On s'est très vite rendu compte que l'accompagnement était quasiment inexistant. On a du tout créé nous-mêmes, les menus, les manuels, tout ça. Il s'est avéré plus tard que ces marques étaient fictives, pour la plupart. Et ce n'est pas un cas isolé. Voire ça empire. C'était un système d'escroquerie où ils vivaient de l'argent des nouveaux franchisés. Cet ancien salarié a longtemps travaillé avec Ben Othman. Il est parti sans toucher ses derniers salaires. Dès qu'ils étaient franchisés, ils lançaient tout de suite pour récupérer les droits d'entrée et par la suite, ils se précipitaient pour encaisser les redevances sans aucune prestation derrière. Les affaires vont mal et l'argent manquerait. Des retards de salaire sur tout le monde, réguliers. C'était catastrophique. Au bout d'un moment, tout le monde téléphonait parce qu'ils ne touchaient pas leur paye, parce qu'ils avaient leur salaire en retard. On était obligé de faire des acomptes avec ce qui restait. C'était vraiment terrible. Et pour récupérer de l'argent, certains recours sont, disons, peu orthodoxes. Il faut payer les salaires en G. Oui, et chômage partiel. T'as eu elle sur le sujet ? Oui, je l'ai eu. Il m'a dit pas de chômage partiel sur nouvelle structure car gros risque de contrôle. Ces SMS, c'est un échange entre Hakim Ben Othman et un de ses anciens salariés. J'ai discuté avec lui, voilà ce qu'il explique. Pour payer les salariés, parce que du coup il n'y avait plus d'argent, il y avait la fraude au chômage partiel. Alors celle-là, elle était magnifique. Les salariés avaient été planifiés, ils avaient été déclarés au chômage partiel, ils avaient été payés une partie en cash. Et ça, j'ai dit, non, c'est pas possible. Depuis, Ben Othman semble avoir appris ses leçons. Les sociétés Covid, qui étaient créées pendant le Covid, n'avaient pas le droit de récupérer ces aides-là. Et si on avait créé des sociétés en amont, elles avaient le droit par contre de récupérer les aides. Enfin, il faut suivre, si vous voulez, les réglementations étatiques. Ce qu'on comprend surtout à travers ces témoignages, c'est que les entreprises d'Hakim Ben Othman seraient en difficulté. Et ce n'est pas un simple passage à vide. Sa société, FBH Holding, entre en liquidation judiciaire. Puis GBM Invest est déclaré en faillite, tout comme NDN Développement. Hakim Ben Othman conteste ces procédures. Il va écoper d'une interdiction de gérer une entreprise en France pendant 10 ans après la faillite de FBH Holding. Pour Ben Othman, cette interdiction, c'est presque un malentendu. Quand il y avait cette interdiction, j'étais à Bali, je faisais de la promotion immobilière pendant 1 an. Et j'ai répondu au mandataire que je repasserai en France que dans 1 an. Et je m'en excuse auprès de lui, il l'a mal pris, donc il a été au tribunal. D'accord. Et au tribunal, moi, je ne me suis même pas défendu. Il ne s'était effectivement pas présenté à son audience. Et la cour d'appel, qui a ramené de 10 à 6 ans l'interdiction de gérer, confirmait sa condamnation pour autre chose. Au moment de la liquidation de l'entreprise, il avait un déficit de 465 904 € dans les comptes et les 3/4 des dettes avaient été créées dans les derniers mois avant la faillite. Pour cette entreprise, Ben Othman a été tenu responsable. Mais pour beaucoup de ces sociétés, sur le papier, ce n'est pas lui qui est aux commandes. Un nom revient souvent. Abdelkader Guettarni, à la tête d'une dizaine d'entreprises dont plusieurs finiront en liquidation judiciaire. Et lui aussi a été interdit de gérer une entreprise en France. Il ne savait pas ce qu'il faisait. Il ne savait pas. Il ne parlait quasiment pas français. Les 2 fois où j'ai rencontré ce monsieur, il fallait quasiment lui traduire en arabe ce qu'il avait décrit et ce que la personne en face était en train de lui dire. Il avait confiance dans, soi-disant, son cousin. Et il acceptait de signer tout ce qu'il lui demandait. Bon, tout ça on l'analyse aujourd'hui. Mais à l'époque, ce que le public pense, c'est surtout qu'Hakim Ben Othman a vendu Nabab Kebab pour plus d'une centaine de millions d'euros. Grâce à ça, il dit même avoir été dans le classement des 500 fortunes professionnelles en France du magazine Challenge. Le journal m'avait contacté pour me mettre dans le classement. C'était à l'époque où ils avaient mis Sushi Shop, etc. Et j'ai pas voulu parce que en France, il faut quand même être discret.
mais j'étais dans les, je crois, 499e fortune de France. Fortune professionnelle, encore une fois. J'ai vérifié les classements challenge des 500 fortunes professionnelles en 2012, 2013 et 2014. Hakim Ben Othman n'y figure pas. Pour être sûr, j'ai aussi contacté Challenge. Et ils ne fonctionnent pas comme ça. Ils mettent simplement une astérisque pour indiquer si la personne ne souhaite pas apparaître. Mais le storytelling est déjà écrit. Et Ben Othman trouve une nouvelle vocation. Je suis rentré sur les réseaux sociaux par inadvertance, il y a un an, à peu près un an et demi. Wissem qui m'a invité à un podcast. J'ai jamais voulu faire de podcast avant, ça a très bien fonctionné parce que je parlais vraiment de vraies valeurs business. Je crois qu'on a fait 1 milliard de vues en très peu de temps, en quelques mois. Et donc on m'a proposé de faire ce club parce que j'avais énormément de savoir-faire dû à mon parcours entrepreneurial. Et donc j'ai accepté de faire ce club qui est un succès phénoménal aujourd'hui. Décortiquons ce succès phénoménal. Fin 2024, Ben Othman lance Acquisition, un club payant destiné à réunir des membres autour de conseils business, de réseaux et d'opportunités d'investissement. Il existe 4 niveaux d'adhésion. Silver à 2 000 €, Gold à 5 000 €, qui est le premier palier permettant d'investir dans des deals, Platinum à 10 000 € et Black à 25 000 €. Au départ, le club attire beaucoup de candidats. Mon idée, c'était d'investir un petit peu mes économies, de diversifier un peu mes sources de revenus. Mohamed a participé au challenge de 5 jours en juin 2025. Galvanisé, il a payé 5 000 € pour rentrer dans le club. On parlait d'un nombre de places limité, on parlait d'un club élitiste. Il a été répété à plusieurs reprises que le club n'aurait que 100 membres et pas un membre de plus. Et au début, c'est un peu l'excitation, parce qu'on se dit, attends, il y a 100 personnes et je suis pris. C'est génial. Ce membre témoigne anonymement. Il a mis 5 000 € pour rentrer dans le club. En fait, je vais avoir un profil qui au final est plutôt pas mal. En fait, pas du tout. Selon plusieurs sources, Acquisition rassemble au moins 700 membres. Et Ben Othman affiche clairement ses ambitions. Vous allez voir, c'est hallucinant, mais on a 70 000 demandes qui veulent entrer dans ce club. Mais comme on est élitiste, on n'accepte pas tout le monde. Okay, il y a à peu près 900 membres aujourd'hui, on va en intégrer 1100 au mois de février, donc on sera à 2000 membres fin février. Et on veut un maximum de 3000 membres. Les membres suivent des cours en ligne, des lives et discutent sur l'application Discord. Au bout d'un mois, on se rend compte que y a pas grand-chose, que c'est un petit peu creux quand même, que on nous a promis un carnet d'adresse, il n'y a pas de carnet d'adresse, on nous a promis des formations, liste de bidons. Plusieurs grains viennent gripper la machine. Le 30 juillet 2025, le youtubeur Micode sort une vidéo intitulée « J'ai infiltré une pyramide de Ponzi » sur le business d'un certain Kevin Valfin. Ce qu'on a découvert derrière la façade, c'est un système redoutable. Or, Kevin Valfin est associé dans 2 entreprises présentées comme des opportunités d'investissement du club Acquisition. C'est la première alerte pour les membres. Les gens se mettent à discuter sur le Discord, l'intelligence collective fait son boulot. Mais les questions des membres restent sans réponse, comme le montrent ces captures d'écran. Des posts sont censurés selon certains. Ils ont décidé de fermer le Discord et de passer sur Circle, qui est une autre plateforme qui leur permet cette fois-ci d'autoriser les messages avant publication. À cause de ces nombreuses questions, Mohamed, lui, est exclu du club. On ne lui rembourse pas ses 5 000 €. Ces questions portaient notamment sur les investissements proposés au sein du club. Acquisition, n'ayant pas encore l'agrément de l'autorité des marchés financiers, passe par un intermédiaire qui crée pour eux des véhicules d'investissement légaux. On a d'abord une première entreprise, Roundtable, qui se ravise. Puis une seconde, EquiSafe, qui abandonne aussi Acquisition. EquiSafe se justifiera publiquement. Leur partenaire de vérification des profils n'a pas identifié l'interdiction de gestion en France et en Belgique de Ben Othman. Il pointe aussi du doigt la communication floue d'Acquisition. Les investissements ont été proposés au-delà du cercle restreint des 150 investisseurs autorisés par la loi. EquiSafe, en se retirant, a remboursé les investisseurs qui avaient donné de l'argent pour supposément investir dans SpaceX, Perplexity et Mistral AI. Il y a une autre zone grise, c'est l'investissement d'Hakim Ben Othman dans les deals. Il devait mettre 50% de la mise de départ. C'est d'ailleurs ce qui a rassuré Mohamed quand le commercial le démarche. Pour moi, ça montrait que c'est des choses dans lesquelles il pouvait croire et puis il prend le risque aussi comme nous. Il m'a certifié que Hakim était à 50% sur chacun des deals. C'était un mensonge clair et net. Les membres s'inquiètent aussi du sérieux des entreprises perso de Ben Othman dans lesquelles on leur propose d'investir. Difficile d'avoir par exemple des infos sur FitFit ou encore Legal Society, des entreprises dont Hakim Ben Othman est actionnaire et tout juste créées en Angleterre en septembre 2025, soit plusieurs mois après le lancement du club. Ces zones d'ombre et les polémiques ont eu un effet immédiat. 200 à 300 membres auraient quitté le club selon plusieurs sources. Et ils n'auraient pas pu récupérer l'argent de leur adhésion. On avait calculé, il a dû se faire entre 4,5 et 6 millions d'euros
sur les inscriptions. Donc, ce qui est plutôt pas mal. Et cet argent-là, 80% soi-disant dans le marketing. Benotman, lui, nous assure pourtant qu'Acquisition poursuit son ascension. On a réalisé aujourd'hui 2 investissements. On vise, avant la fin de l'année 2026, une vingtaine de participations. On a 3 partenaires, j'ai pas les noms, je sais qu'il y a Vesti, enfin il y a 3 intermédiaires. C'est pas qui m'occupe de ça, c'est le pôle financier qui s'occupe de ça. Mais on a 3 plateformes SPV. Et on devrait avoir nos agréments MF très rapidement. Benotman balaie toutes ces critiques. Il est persuadé que c'est une campagne de déstabilisation de la part de ses concurrents. De son côté, le collectif AVI, qui vient en aide aux victimes d'influenceurs, a reçu des dizaines de signalements. Ils expliquent que cela représente plusieurs centaines de milliers d'euros. Le collectif nous a indiqué envisager une plainte qui pourrait viser Benotman pour pratiques commerciales trompeuses et escroqueries en bande organisée. Des clubs de réseautage et d'investissement menés par des personnes charismatiques, il y en a beaucoup aujourd'hui. Vous les voyez en pub sur YouTube ou dans les médias. Salut à toi, jeune entrepreneur. Et dans certains cas, on ne sait pas trop quoi en penser. Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. J'espère que vous ne mangerez plus jamais votre kebab de la même façon. Abonnez-vous à notre chaîne et dites-nous en commentaire si vous voulez qu'on traite d'autres sujets sur l'influence et son business. À très vite pour un prochain Business Drama.